Les arts, pratiquer la résistance, la guérison et la réconciliation. La réconciliation n'est pas un processus facile. Ce processus exige de ceux qui ont subi un préjudice de revoir des souvenirs douloureux et de ceux qui ont nui à autrui, directement ou indirectement, d'assumer la responsabilité des actes commis. Il nous demande de pleurer et de souligner la perte terrible des peuples, des cultures et des langues, même dans la célébration de leur survie et de leur revitalisation. Il nous demande d'imaginer un avenir plus juste et plus inclusif, même lorsque nous sommes aux prises avec les séquelles réelles de l'injustice. Comme la CVR en a témoigné dans chaque région du pays, l'expression créative peut jouer un rôle vital dans le processus de réconciliation nationale, car elle fait place à d'autres voix, d'autres véhicules et d'autres occasions d'exprimer les vérités de l'histoire et les espoirs du présent. L'expression créative soutient les pratiques quotidiennes de résistance, de guérison et de reconnaissance des individus et de la communauté, ainsi qu'aux échelons régionaux et nationaux. Dans le monde entier, les arts offrent un cheminement créatif qui amène à briser les silences, à transformer les conflits et à réparer les relations endommagées par la violence, l'oppression et l'exclusion. Des pays ravagés par la guerre, aux communautés locales aux prises avec des problèmes quotidiens de violence, de pauvreté et de racisme, les arts sont couramment mis à profit par les éducateurs, les intervenants, les dirigeants de la communauté, pour gérer les traumatismes et les émotions difficiles, ainsi que pour combler les fossés culturels par la communication. L'art est un moyen d'expression actif et la participation dans les arts est un garant des droits de la personne, car la première chose qui est arrachée aux groupes vulnérables, marginalisés ou minoritaires est le droit de s'exprimer librement. Les arts aident à restaurer la dignité humaine et l'identité pour protester contre l'injustice. Lorsque la démarche artistique est bien dirigée, les arts permettent également aux gens d'explorer leur propre vision du monde, valeurs, croyances et attitudes qui pourraient constituer des barrières à la guérison, à la justice et à la réconciliation. Même avant la création de la CVR, de plus en plus de travaux, y compris des mémoires, des survivants et des œuvres de fiction par les auteurs autochtones bien connus, ainsi que des films et des pièces de théâtre, ont présenté l'histoire et les séquelles des pensionnats indiens au grand public canadien, lui permettant de découvrir les pensionnats à travers les yeux des survivants. Il s'agit notamment de mémoires comme celle d'Isabelle Knockwood, intitulée Out of the Depth, The Experiences of Mi'kmaq Children at the Indian Residential School of Shubenacadie, Nova Scotia, publiée en 1992, et de travaux plus récents, par exemple Finding My Talk, How 14 Native Women Reclaimed Their Lives After Residential School, d'Agnes Grant, 2004, Mon cœur palpitait comme un tambour, Ce que j'ai appris dans les pensionnats destinés aux Indiens, territoire du Nord-Ouest, d'Alice Blondin, 2009, Broken Circle, The Dark Legacy of Indian Residential Schools, un mémoire de Théodore Fontaine, 2010, They Call Me Number One, Secrets and Survival at an Indian Residential School de Bev Sellers, 2013, et Up Ghost River, A Chief's Journey Through the Turbulent Waters of Native History d'Edmund Mitatatawabin et d'Alexandra Chimot, 2014. Les œuvres de fiction, parfois tirées de l'expérience personnelle des auteurs tels que Kiss of the Fur Queen de Thompson Highway, 1998, Porcupines and China Dolls de Robert Alexie, 2009, ou Indian Horse de Richard Wagamese, 2012, sont des récits de mauvais traitements, de négligence et de perte, mais aussi de guérison, de rédemption et d'espoir. En 2012, la Fondation autochtone de guérison a publié Speaking My Truth, Reflections on Reconciliation and Residential Schools, puis a invité les clubs de lecture à travers le pays à lire l'ouvrage et à en discuter. Les films documentaires tels que Where the Spirit Lives, 1989, Cooper Island, Return to the Healing Circle, 1997, et Muffins for Granny, 2008, ainsi que les docudrames tels que We Were the Children, 2012, servent tous à éduquer les Canadiens et le monde en général au sujet de l'expérience des pensionnats indiens, à l'aide de textes et d'images puissants.
Georgina Lightning, une survivante intergénérationnelle, est devenue la première femme autochtone à réaliser un long métrage, Older Than America, 2008. La pièce de Kevin Loring, Where the Blood Mixes, a reçu le prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie de théâtre en 2009. Cette pièce allie le tragique et le comique pour raconter l'histoire de 3 survivants à la suite de l'expérience qu'ils ont vécue dans les pensionnats indiens. L'art peut être puissant et avoir un effet provocateur. À travers leurs œuvres, les artistes autochtones cherchent à résister à l'interprétation culturelle qui offre une version du passé et de la réalité actuelle du Canada, teintée par la vision des colonisateurs. Ils contestent cette interprétation. Un dialogue interculturel sur l'histoire, la responsabilisation et les arts offre un potentiel de guérison et de transformation tant pour les Autochtones que pour les non-autochtones. Cependant, l'art ne compte pas toujours se fausser entre les cultures, et il n'a pas à le faire, pour produire un puissant effet. Les actes de résistance prennent parfois place dans des espaces d'impossible conciliation, et les artistes choisissent parfois de garder pour eux leur expérience en pensionnat indien ou de ne la partager qu'avec d'autres autochtones. Ces modes d'action sont eux aussi essentiels pour la revalorisation individuelle et collective de l'identité, de la culture et de la mémoire des communautés. La Commission fait remarquer que l'utilisation des arts créatifs au cours d'ateliers communautaires favorise la guérison des survivants et de leurs familles, ainsi que celle de l'ensemble de la collectivité par la revalorisation des traditions culturelles. Au cours d'une enquête sur 103 projets communautaires de guérison, la Fondation autochtone de guérison, FAG, a constaté que 80% de ces projets prévoyaient la tenue d'activités culturelles et l'intervention de guérisseurs traditionnels. Des enseignements par les aînés, des récits, la transmission du savoir traditionnel, des programmes axés sur la langue, des activités en milieu naturel, des festins et des powwows, l'apprentissage de formes d'art traditionnel, la récolte de plantes médicinales, des prestations de tambours, des chants et des danses. Dans son rapport, la FAG a fait observer ce qui suit. Un élément clé de la réussite des programmes de guérison tient à leur diversité. Différentes activités sont associées pour créer des programmes globaux qui répondent aux besoins physiques, affectifs, culturels et spirituels des participants. Comme on pouvait s'y attendre, des interventions artistiques ponctuent nombre des activités culturelles, des fabrications de tambours, du perlage, du chant et tambour, ainsi que des soins thérapeutiques, art-thérapie et psychodrame. Fin de la citation. Les données qu'a obtenues la Fondation autochtone de guérison révèlent sans l'ombre d'un doute que les pratiques artistiques créatives sont très efficaces dans la reconstitution pour les survivants et leurs familles, des liens avec leur culture, leur langue et leur communauté. De notre point de vue, cela confirme une fois de plus que le financement destiné aux projets de guérison au sein des communautés est une priorité absolue pour les collectivités autochtones. Les expositions d'art ont joué un rôle particulièrement puissant dans le processus de guérison et de réconciliation. En 2009, l'artiste Anishinaabe de renommée nationale, Robert Hull, ancien élève du pensionnat indien de Sandy Bay au Manitoba, a créé une série de 24 toiles pour une exposition permanente aménagée à l'École des beaux-arts de l'Université du Manitoba. Au cours d'une entrevue menée par le CBC, le 24 septembre 2013, il a expliqué « Pendant le processus, des souvenirs réprimés sont remontés à la surface, mais cette expérience m'a semblé purificatrice. À la fin, j'ai ressenti un grand soulagement, comme un soupir de libération. » Plusieurs grandes expositions d'art se sont tenues en marge des événements nationaux qu'a organisé la Commission dans le cadre de son mandat. Pendant l'événement national britanno-colombien tenu à Vancouver, par exemple, on a inauguré 3 grandes expositions présentant des artistes autochtones réputés, dont certains sont également des survivants ou des survivants intergénérationnels. Un certain nombre d'artistes non autochtones y ont aussi pris part. Leurs œuvres abordaient les thèmes du déni, de la complexité des excuses et des politiques gouvernementales. 2 de ces expositions ont été présentées à l'Université de la Colombie-Britannique. Witnesses, Art in Canada's Indian Residential Schools à la Galerie d'art Morris and Helen Belkin et Speaking to Memory, Images and Voices from the St. Michael's Residential School
au Musée d'anthropologie. Ces 2 expositions, fruits d'efforts de collaboration, ont également fait appel à des survivants, à des artistes et au personnel de conservation dans le cadre de projets connexes d'éducation populaire, dont des ateliers, des symposiums et des dialogues avec le public au sujet des œuvres. Un nombre important de déclarations recueillies par la Commission ont été livrées sous une forme artistique. Certains survivants ont déclaré qu'il leur était trop douloureux de raconter leur histoire simplement, mais qu'ils sont arrivés à exprimer leur message à travers l'écriture d'un poème, d'une chanson ou d'un livre. D'autres ont produit un enregistrement vidéo ou audio, offert des photographies, monté une pièce de théâtre ou réalisé un film. D'autres encore ont créé des couvertures traditionnelles, des courtes pointes, des sculptures ou des peintures pour représenter leur expérience dans les pensionnats indiens, pour rendre hommage aux survivants ou pour rappeler la mémoire des personnes qui n'ont pas survécu. Ainsi, non seulement les témoignages oraux, mais aussi un large éventail d'objets artistiques ont contribué à produire une mémoire durable de ces écoles. Les arts ont créé un nouvel espace critique où les survivants, les artistes, les conservateurs et la population peuvent explorer la complexité des notions de vérité, de guérison et de réconciliation. La Commission a financé ou soutenu plusieurs projets artistiques. Dès le début de son mandat, la CVR a parrainé le projet Living Healing Quilt, organisé par la courte pointière Anishinaabe Alice Williams de la Première Nation de Curve Lake, en Ontario. Des survivantes et des survivants intergénérationnels des 4 coins du pays ont créé des carrés de courte pointe représentant le souvenir des pensionnats indiens. Ces carrés ont ensuite été cousus pour créer 3 courtes pointes, Schools of Shame, Child's Prisoners et Crimes Against Humanity. Les courtes pointes racontent le traumatisme, la perte, l'isolement, le rétablissement, la guérison et l'espoir à travers le regard des femmes. La couture, enseignée aux jeunes filles autochtones dans les pensionnats indiens, qui ont transmis ce savoir à leurs propres filles et petites-filles, sert aujourd'hui à tracer l'envers du récit. Ce projet a de plus inspiré le projet Healing Quilt, qui alliait l'éducation et l'art. Au cours de l'événement national, tenu au Manitoba, les départements des études féminines et de genre et de gouvernance autochtone de l'Université de Winnipeg ont offert à la CVR, en guise de réconciliation, une courte pointe qu'avaient créée les étudiants et leurs professeurs dans le cadre de leurs cours. Par des lectures, des conversations et des activités artistiques en classe, ils ont pu créer un espace d'apprentissage et de réflexion sur l'histoire et le patrimoine des pensionnats indiens dans le contexte de la réconciliation. Un rapport commandé par la CVR, Practicing Reconciliation, a Collaborative Study of Aboriginal Art, Resistance and Cultural Politics, s'est appuyé sur le résultat d'un an de travaux de recherche. En collaboration avec des survivants, des artistes et des conservateurs, une équipe de chercheurs multidisciplinaires s'est penchée sur les conséquences positives qu'ont les pratiques artistiques sur le processus de réconciliation. La recherche s'est faite par une série d'entretiens, d'ateliers, de résidences d'artistes, de séances de planification, de symposiums, de périodes de gestation artistique, de publications et de plateformes électroniques d'apprentissage. Le rapport révèle toute l'étendue et le potentiel des approches artistiques en matière de réconciliation. Et je cite, « Nous nous ferons d'abord l'écho des personnes interrogées et des artistes qui ont été nombreux à l'affirmer. La réconciliation est une action profondément complexe et la réussite ne devrait pas se mesurer à l'atteinte d'une réconciliation putative, c'est-à-dire que l'on suppose légitime, mais au cheminement vers ce noble objectif. En effet, on pourrait affirmer qu'une réconciliation totale ne peut être que vacillante, impossible, et que théoriciens, artistes, survivants et populations diverses participent à ce difficile processus feraient mieux de consacrer leurs efforts à travailler de concert à une meilleure compréhension de nos histoires, de nos traumatismes et de ce que nous sommes. Les divers projets réalisés permettent de constater que les arts et les pratiques artistiques peuvent contribuer à façonner la mémoire collective de manière susceptible d'amener une transformation chez les personnes, les communautés et l'histoire nationale.